Il est intéressant de voir à quel point on se pose si peu de questions sur toutes ces choses de la vie quotidienne. Lorsque, par exemple, nous nous rendons dans une banque et que nous demandons un prêt de, disons, 50 000 $ ou 50 000 livres, que se passe-t-il vraiment? La plupart des gens vivent leur vie en se basant sur une vague image de ce qui se passe. Ce qui se passe réellement lorsque vous demandez 50 000 livres, c'est qu'ils saisissent ce nombre sur votre compte. C'est tout ce qu'ils font. Ils ne frappent pas de pièces, ils n'impriment pas de billets, ils ne déplacent pas de métal précieux, ils mettent seulement la somme de 50 000 livres sur votre compte à partir d'un écran d'ordinateur. À partir de ce moment, vous commencez à payer des intérêts sur de l'argent qui n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais. Apparemment, cela a débuté avec les orfèvres du XVIIe siècle, lorsque la monnaie d'échange était l'or. L'or était lourd à porter. Le véritable métal était donc stocké dans les coffres-forts et le commerce s'effectuait grâce à des récépissés. Ces récépissés représentaient la première forme d'argent papier. Étant donné que seules quelques personnes retiraient leur or à n'importe quel moment, les propriétaires des coffres-forts, essentiellement les nouveaux banquiers, ont commencé à créer des récépissés pour plus de métaux qu'ils n'en avaient réellement. Ils ont prêté ces récépissés et facturé des intérêts sur de l'argent, en l'occurrence de l'or, qu'ils ne possédaient pas réellement. C'est ainsi que notre système de réserve fractionnaire a vu le jour. Dans ce système, les banquiers sont supposés créer de l'argent à partir de rien, alors que le reste d'entre nous doit travailler dur pour le gagner. Cela a engendré une forme moderne de servitude, dans laquelle la masse de la société travaille désormais pour s'acquitter de ses dettes auprès des banques. On nous montre du doigt des Ahmadinejad, des Kadhafi, etc., qui ne sont jamais, au pire, quand on voit des Kadhafi, des despotes d'opérette. Ils ont un pays de 6 millions d'habitants, même si ce n'est pas des êtres parfaits, mais la capacité de violence, de meurtre, d'assassinat de notre propre monde, enfin de nos propres élites, est sans commune mesure avec tout ça. Hein. Voilà, nous sommes les plus gros bouchers de la Terre, il n'y a pas de problème. Hein. Et pourtant, nous donnons des leçons d'humanisme et de paix à tout le monde. C'est quand même quelque chose d'une rare obscénité. Et ce qui fait que moi, je comprends la colère, notamment de certains musulmans, qui se voient tout le temps montrer du doigt comme des agresseurs, alors qu'en fait, ils ne subissent que occupation militaire, humiliation depuis des siècles, hein, parce que la reprise en main du monde musulman, ça dure depuis l'épopée coloniale, hein, entre les Anglais, les Français, puis les Américains. C'est insupportable. Un tel mensonge, c'est-à-dire que les plus sanguinaires de tous passent leur temps à donner des leçons de droits de l'homme à des gens qui finalement demandent en gros qu'on leur foute la paix. C'est quand même, c'est assez violent et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et quand je vois notamment les journalistes français, hein, c'est incroyable, commenter la réalité de la politique étrangère. Sur la Palestine, ils sont obligés de faire un peu gaffe, parce que c'est tellement visible, etc. Mais sur la Syrie, sur la Libye, comme ça a été sur la Yougoslavie à une époque, là aussi, ça a montré du doigt. Je l'ai dit récemment dans une vidéo, il n'y a pas de journaliste français honnête, ça n'existe pas, quoi. Hein. Un journaliste français honnête, c'est un chômeur, je l'ai dit, et un journaliste qui travaille, c'est une pute. Hein, il faut le savoir. Voilà, il faut le dire clairement. Rien d'autre. Hein. Sinon, il est chômeur. J'ai été journaliste, j'ai eu ma carte de presse, j'ai fini chômeur. Hein. Je me débrouille autrement, mais parce qu'à un moment donné, voilà, vous vous faites virer, quoi. Hein, si vous dites, essayez de faire passer un peu de vérité. Voilà. Et nous en sommes là aujourd'hui. Pour cacher quoi? C'est pas la rigolade, c'est que pour amener. Non seulement on nous amène tranquillement à la Troisième Guerre mondiale, mais on essaie de nous faire croire que nous sommes dans une position défensive et que nous ne la voulons pas, et qu'elle nous est imposée par l'Iran, Poutine même qu'on diabolise de plus en plus, alors qu'il est pareil, les Russes ne sont jamais dans une position défensive. Gorbatchev a eu la naïveté de dire aux Américains, on va arrêter l'URSS, on va se réconcilier, on va être copains-copains. Les Américains lui ont dit oui, ils ont essayé de détruire la Russie de A à Z, de la spolier, de la ruiner intégralement par la stratégie des oligarques, qui étaient tous orthodoxes, comme vous le savez. Enfin bon, c'est une petite remarque. Et effectivement, il ne faut pas oublier que sous Elstine, qui est la continuation effectivement de ce dépeçage et de cette tentative de destruction de la Russie, l'espérance de vie en Russie était descendue à 52 ans, je crois. Enfin, il faut voir ce que ça a été, l'effondrement de la Russie, et les Russes ont bien compris. C'est pour ça que Poutine, avant de faire détester par le peuple russe Poutine, il faudra en faire beaucoup, parce que les Russes savent en gros ce qu'était la Russie avant Poutine, et malgré tout ce qu'on peut dire sur Poutine, ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, c'est évident. Mais en ce moment, on a des journalistes qui sont à peu près aussi honnêtes sur la Russie que sur la Syrie, nous expliquer que Poutine a volé les élections, alors que tous les sondages le donnaient gagnant, et même il a gagné en perdant pas mal de voix, parce qu'il y a l'illusion du pouvoir, mais bien que sa victoire soit incontestable par les sondages, on essaie de faire croire que c'est un dictateur, qu'il a volé le pouvoir en Russie,
Alors que ceux qui nous disent ça, si vous vous rappelez bien, notamment des 2 quinquennats de George Bush, on sait qu'il a volé les deux élections. Hein. Bonjour à tous. Le déclenchement du printemps arabe annonce-t-il l'imminence de l'arrivée de ce mystérieux grand monarque attendu pour la fin de notre monde? La destitution de tous ces dictateurs arabes a laissé un vide grégaire qui facilitera grandement la mise en place d'une nouvelle autorité qui réunifiera dans le futur le monde arabo-musulman. Quant au capitalisme, le diable l'instrumentaliserait pour nous imposer son règne. C'est un système économique qui financerait une partie du mal qui régnerait sur notre monde. Depuis plusieurs années, l'intelligentsia française, qui représente l'élite intellectuelle du pays, œuvre pour nous transmettre un message de paix tout en dénonçant l'obscurantisme qui serait, à leurs yeux, véhiculé par les différentes religions monothéistes. Bien entendu, ces intellectuels ou philosophes s'attaquent le plus souvent à la religion islamique, qui fait la une des actualités depuis la révolution iranienne de 1978, qui, après avoir renversé la monarchie du Shah d'Iran, avait instauré une république islamique. Qualifié d'intégrisme, nos médias n'avaient cessé de dénoncer l'activité de ce fanatisme religieux iranien. Et pour contenir cette menace révolutionnaire iranienne, l'Occident, les États-Unis et les monarchies du Golfe soutiendront l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, lui apportant une aide logistique, militaire et financière. Cette guerre irako-iranienne avait en fait fait ressurgir un conflit nationaliste qui opposait d'un côté les Arabes sunnites aux Perses chiites de l'autre. Pour l'Arabie saoudite, qui était arabe et d'obédience sunnite, il fallait à tout prix mettre un terme à cette menace chiite iranienne. Quant au soutien apporté par l'Europe et les États-Unis au régime irakien, il était plus destiné à empêcher une expansion, pour ne pas dire une contamination de cet idéal révolutionnaire islamiste iranien qui aurait touché les autres pays arabo-musulmans. Pourquoi donc les islamistes avaient fini par prendre le pouvoir en Iran? Pour une raison qui est la logique de tous les régimes despotiques dirigeant les pays arabo-musulmans. On empêche l'opposition de se structurer autour d'un idéal illibéral et démocratique. Et à cause de ce principe, la seule opposition qui existe dans tous ces pays arabes, c'est les partis islamistes. Donc, quand une révolution se déclenche dans l'un de ces pays, les militaires au pouvoir se retrouveront inévitablement confrontés à une rébellion d'obédience religieuse type islamique, comme ce fut le cas pour l'Algérie, la Libye, la Syrie. L'opposition islamiste, beaucoup de régimes arabes s'en accommodaient, puisqu'ils gouvernaient avec leur complaisance. Car en période de crise économique ou de problèmes sociaux, lorsque vous inculquez dans l'esprit de l'opinion les valeurs religieuses de l'islam, ces opinions ne songent pas à se révolter contre l'injustice sociale dans laquelle elles se retrouvent. Sachant que nos puissances occidentales et les États-Unis composent leur politique commerciale avec ces régimes arabes, il faut nécessairement garantir leur survie pour pouvoir faire perdurer ces contrats commerciaux. Et nous savons que depuis la Deuxième Guerre mondiale, la politique qui a été menée par les États-Unis consistait à soutenir tous les mouvements islamistes pour ne pas voir apparaître le communisme à l'intérieur de ces pays. En soutenant les islamistes, on contenait en quelque sorte le communisme. On faisait tout pour qu'il n'apparaissait pas dans ces pays arabes. Donc on soutenait les mouvements islamistes. Lorsque les soviétiques avaient décidé d'envahir l'Afghanistan pour venir en aide au parti communiste afghan qui était au pouvoir, les États-Unis avaient immédiatement réagi en soutenant par l'intermédiaire du Pakistan la rébellion islamiste afghane. Ben Laden et son organisation Al-Qaïda étaient nés pendant cette période. À cette époque, les islamistes étaient encore les alliés des Américains. Dans les années 90, les actions des islamistes armés visaient à provoquer des changements politiques dans un sens favorable au capitalisme. Après la victoire de celui-ci, suite à la chute du communisme et du bloc de l'Est en 91, vous avez l'impérialisme américain avait besoin de désigner un autre ennemi à abattre pour justifier son hégémonie sur le monde. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'islamisme fut alors un bon alibi et le 11 septembre 2001, une bonne occasion pour commencer l'invasion de l'Irak en 2003, qui sera suivie de celle d'autres régimes laïques et nationalistes, comme la Libye, la Syrie, le Yémen entre parenthèses, avec le soutien actif de ses alliés des pays du Golfe, bien entendu. La guerre mondiale, qui est actuellement menée contre le terrorisme par les États-Unis et l'Europe, vise en fait à nous faire oublier la nécessaire lutte contre les monopoles oligarchiques,
Car au fond, le capitalisme semble faire bon ménage avec le terrorisme, un nouveau business qui rapporte très gros. Pendant qu'on focalise les opinions sur cette guerre contre le terrorisme, on occulte de leurs esprits les vrais problèmes sociaux du moment qui sont principalement dus à l'injustice que génère notre système économique capitaliste. Le terrorisme permet aux oligarchies régnantes d'opérer une diversion sur les revendications sociales et démocratiques, aussi bien dans les pays capitalistes développés que ceux de la périphérie, et d'imposer une restriction des libertés au nom de l'union sacrée contre le terrorisme pour empêcher ou juguler la contestation sociale. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment, c'est qu'on se sert des attaques de Daesh pour stimuler une politique ultra sécuritaire afin d'occulter les vrais problèmes sociaux du pays. C'est-à-dire pendant qu'on vous montre, on médiatise ce genre d'attentats, vos patrons vont continuer à délocaliser, à licencier massivement, nos entreprises vont continuer à être privatisées, voilà, et pour que vous ne vous révoltiez pas, on va vous mettre du Daesh devant vos écrans. Si ce n'est pas du Daesh, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, ce sont des faits divers qui seront liés à l'immigration, comme le voile islamique, la burqa et compagnie. Par exemple, quand on nous dit que le populisme prend de l'ampleur dans tous les pays européens, c'est de la logique même. C'est que les médias de tous ces pays font la même politique qu'en France. C'est-à-dire on stigmatise le migrant, l'immigré, le musulman, l'islamiste. On amplifie les problèmes liés à l'immigration. On instaure une peur qui va être très mal perçue par l'opinion, et à partir de cet instant, on va pouvoir légiférer certaines lois ultra sécuritaires tout en occultant les vrais problèmes sociaux du pays. Et ainsi, pendant que vous regardez ces problèmes, nos chers patrons, nos élites oligarchiques accélèrent la privatisation du pays. Donc, comme je viens de le dire, ce terrorisme permet aux oligarchies régnantes d'opérer une diversion sur les revendications sociales, aussi bien dans les pays capitalistes développés que ceux de la périphérie. Et ensuite, on impose une restriction des libertés au nom de l'union sacrée contre le terrorisme, vous avez compris. En langage plus clair, on va légiférer sur des lois encore plus sécuritaires, ce qui va permettre de protéger encore plus notre oligarchie contre tout mouvement social. Le 11 septembre 2001 avait permis aux États-Unis de détourner son opinion des vrais problèmes économiques qui étaient devenus désastreux, suite à une bulle spéculative qui menaçait d'éclater dès le mois d'avril 2001. Oui, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais au mois d'avril 2001, aux États-Unis, vous aviez une bulle spéculative qui était en train de gonfler, et logiquement, elle allait tôt ou tard éclater. Mais bon, comme vous le savez, le 11 septembre est arrivé, donc voilà, ça a été caché du public. La fin de la menace communiste en 1991 avait entre autres ralenti l'activité économique du complexe militaro-industriel américain. Le 11 septembre 2001, qui sera l'occasion pour les États-Unis de relancer une partie de son économie, signera aussi le début de nouvelles guerres d'invasion, de reconquête coloniale, de pression, de menaces pour satisfaire les besoins de quoi? Du capital, des multinationales. Oui, vous avez compris, toutes ces guerres sont faites pour nos oligarchies. Concernant les États-Unis, surtout pour l'oligarchie américaine, et surtout pour celle qui fait tourner le complexe militaro-industriel, qui indirectement reflète un peu la puissance des États-Unis. Donc si ce complexe militaro-industriel tousse, donc c'est tout le pays qui tousse aussi. Donc il fallait à tout prix relancer l'économie de ce complexe. Comme le communisme avait disparu, il fallait retrouver un nouvel ennemi, et maintenant vous comprenez pourquoi Ben Laden, en réalité, c'était qu'une marionnette, mais à travers Ben Laden, c'est l'ennemi islamiste qu'on ciblait. Donc là, les Américains font la guerre à un ennemi, en réalité, qui n'existe pas vraiment, puisque les islamistes sont dans tous les pays arabes. Ils conditionnent leur opinion pour les formater, pour qu'ils acceptent cette politique ultra sécuritaire. On fabrique de l'armement, on va bombarder quelques pays, ça fait tourner l'économie du pays. D'ailleurs, si Daesh n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer, car il permet de maintenir une croissance du budget militaire qui donne du travail à des millions d'Américains et de sociétés sous-traitantes qui profitent bien entendu au complexe militaro-industriel américain.
Vous avez compris. Hein. La sécurité et son maintien est devenu un secteur économique à part entière. Hein. En langage plus clair, les Américains ont plus intérêt à maintenir, à ne pas détruire Daesh, hein, plutôt que... Oui, parce que s'ils le détruisent, c'est fini hein, de toute cette politique ultra sécuritaire. Donc on va l'entretenir hein, pour faire perdurer la guerre ainsi et faire tourner cette politique. Hein. Et par exemple, même aux États-Unis, hein, qui a un taux de chômage et de pauvres effarant, on occulte ces problèmes pour les concentrer sur celui du terrorisme. Ça permet aux oligarchies de se maintenir à la tête des États. La lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes ne doit pas cacher le fait que les actions de ces derniers servent les intérêts de l'oligarchie américaine et de certains pays européens dans leur plan pour s'assurer aussi des ressources à bon marché et le contrôle des voies d'accès et de transport de l'énergie. Et cela afin d'empêcher les économies concurrentes qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique, la Chine, d'y avoir accès. Hein. Oui, c'est une guerre pour les matières premières et l'énergie. Hein. Parce que les Américains ne sont pas intervenus en Irak que pour détruire le régime de Saddam Hussein. Hein. C'est que là-bas, ils recherchaient, bon, comme je l'ai dit dans une vidéo, il y avait une sorte de base extraterrestre qui était à l'intérieur d'une montagne. Hein. Ça, c'est un fait. Mais c'est surtout, ils voulaient s'accaparer le pétrole de l'Irak gratuitement. Parce que pendant les années d'occupation, ils se sont servis gratuitement, les Américains. Et en occupant l'Irak et en mettant un embargo sur l'Iran, les Américains arrivent à juguler le prix du baril de pétrole. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour en produire beaucoup ou pour pas en produire beaucoup, et ainsi on fait monter le prix du baril ou on le fait descendre. Donc les Américains, en agissant de la sorte, ont la mainmise sur le prix du baril de pétrole. Le terrorisme évolue aujourd'hui à l'ombre du capitalisme financier qui traverse, comme vous le savez, une crise économique depuis les subprimes en 2008. D'abord aux USA et ensuite en Europe, puisque les banques américaines qui avaient ces actions toxiques, elles les ont revendues à d'autres banques en Europe. Ce système économique cherche par tous les moyens à accroître ses profits, comme vous le savez, au détriment de l'investissement productif et de la création d'emplois, contrairement au capitalisme industriel, producteur de richesses et d'industrie, comme celui qu'on trouve en Allemagne, au Japon, en Chine. Vous avez le capitalisme financier, lui qui est anglo-saxon, lui s'oriente plus vers les produits spéculatifs, bourse, fonds d'investissement, qui est source de bénéfices pour les propriétaires et les actionnaires des sociétés. Ce sont deux systèmes différents. L'un gagne des richesses en produisant, l'autre s'enrichit en spéculant. Il ne produit rien. Le capitalisme industriel, qui est producteur de richesses, a progressivement cédé la place à un capitalisme financier, qui lui s'est déconnecté complètement de la réalité industrielle et économique du pays, en nous plongeant dans un monde virtuel où la spéculation boursière prédomine tous les marchés financiers. Oui, ce que, pour bien comprendre, c'est que ces pays on produit de moins en moins. Les richesses ne sont même plus obtenues par la production industrielle, mais par la spéculation boursière. Vous voyez, on s'enrichit sur du vide, parce qu'on joue avec les actions. Et avec le capitalisme financier, on vit dans une bulle spéculative où les richesses ne sont plus obtenues avec la production industrielle, mais avec des opérations de trading qui nous déconnectent de la réalité économique du pays. Bon, le trading, ce sont les traders, ceux qui travaillent, qui effectuent les opérations de spéculation, comme vous le savez. Puis en parlant des traders, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, aujourd'hui vous avez carrément des ordinateurs avec des algorithmes qui font carrément le travail de ces traders, mais à des vitesses incroyables. Ces ordinateurs peuvent vous faire monter le prix de marchandises, de denrées alimentaires à une vitesse incroyable. En quelques secondes, ils peuvent vous racheter des centaines, voire des milliers d'actions qu'ils revendent instantanément. Ce qui n'était pas faisable dans le temps avec les traders, avec bien humains, puisque la rapidité de l'ordinateur va beaucoup plus vite que celle de l'humain.
En quelques heures, hein, vous pouvez carrément ruiner presque l'économie d'un pays hein, avec ce système d'ordinateur. Bon, donc, je récapitule, hein, avec le capitalisme financier, on vit dans une bulle spéculative où les richesses ne sont plus obtenues avec la production industrielle, mais avec des opérations de trading, hein, qui, eux, nous déconnectent complètement de la réalité économique du pays, hein, vous vous en doutez. Hein. On ne gagne plus des richesses en produisant, mais bon, en spéculant. Par exemple, vous prenez l'exemple d'un directeur d'entreprise, lui, il va chercher à fidéliser ses salariés, ses clients et ses fournisseurs en travaillant sur une qualité à long terme. Tandis que les actionnaires qui ont acheté les actions de l'entreprise en question hein, auront une visibilité à court terme et auront besoin de rentabilité rapide pour revendre les actions avant que le cours ne baisse. Vous avez ce travail des actionnaires et celui des traders. Hein. Donc là, on est dans un monde virtuel, c'est une bulle spéculative virtuelle. Hein. On gagne de l'argent en spéculant. Les capitaux se concentrent de plus en plus entre les mains de quelques banques privées et quelques entreprises, surtout celles de l'armement et de l'énergie. Hein. Et une partie de ces capitaux, comme vous le savez, prennent la direction des paradis fiscaux. C'est pour ça que quand j'entends M. Macron nous dire que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il faudrait qu'il nous explique pourquoi ils permettent à ces banques et à ces entreprises d'envoyer des milliards dans des paradis fiscaux. Hein. C'est de l'argent qui échappe au contrôle des États, bien entendu. Hein. Le développement du capitalisme depuis ces 32 dernières années est marqué par une concentration du capital qui permettra aujourd'hui à 500, écoutez bien, 500 multinationales de contrôler toute l'économie mondiale. Hein. Vous vous rendez compte hein. Les fusions-acquisitions de sociétés auraient enregistré en 2015, selon l'agence Reuters, plus de 4600 milliards de dollars. Les États-Unis à eux seuls totaliseraient la moitié, c'est-à-dire 2300 milliards de dollars. Soit la moitié du marché mondial de ces transactions réalisées par les banques d'affaires, bien entendu, dont l'américaine Goldman Sachs, en tête avec 1728 milliards de dollars d'opérations. Le capitalisme qui règne aujourd'hui sur la planète a relégué l'être humain au rang de marchandise et de la seule valeur qu'il connaisse, l'argent. La crise morale qui sévit aujourd'hui n'est-elle pas celle de la société capitaliste suite à la substitution de l'argent dans les relations humaines? Il ne s'agit pas d'un choc de civilisation, mais d'une crise de valeur du système capitaliste financier qui n'a plus rien à proposer aux gens. Hein. Que de gagner de l'argent, toujours plus d'argent, plus vite et par tous les moyens, quitte à tuer et à massacrer des peuples entiers. L'argent est devenu le symbole de la réussite, hein, la base de toute relation dans la société consumériste, hein, où les citoyens sont vus comme de simples clients. De simples numéros de carte de crédit, bien entendu. Là, par exemple, on nous parle de Daesh. Vous vous doutez bien que vous avez beaucoup de jeunes qui aspirent à ce mode de vie américain ou occidental sont aujourd'hui réduits au chômage, à la précarité sans perspective. Hein. Ils sont sacrifiés sur l'autel du capitalisme financier hein, et jetés dans les bras des salafistes, hein, comme vous le savez, qui leur proposent de faire œuvre utile hein, pour l'intérêt de la communauté islamique, hein, moyennant salaire. Oui, là, vous avez compris que ces jeunes désœuvrés de nos sociétés hein, vont s'engager chez Daesh. Hein. Bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est surtout pour se venger de la discrimination raciale qui s'illustre dans ces pays européens. Pour eux, c'est une manière de se venger, c'est tout. Hein. Parce que beaucoup de ces jeunes sont issus des milieux délinquants. Et ces jeunes ne connaissaient pas grand-chose à la religion. Vous savez, c'est pas en lisant 2 feuilles du Coran, en faisant votre prière quotidienne que vous savez ce que contient le Coran. Le Coran, ça fait 14 siècles que des théologiens le lisent et essaient d'interpréter certains versets. Ce n'est pas en lisant 2 pages que ces gens vont se convertir à l'islam. Je parle bien convertir parce que ces jeunes n'ont rien de religieux. D'ailleurs, la vie qu'ils menaient avant de se lancer dans ces attaques terroristes était carrément aller à un contresens, à contre-courant des valeurs religieuses de l'islam. Donc, quand nos médias nous parlent d'islamisme, c'est facile à comprendre. Nos médias sont contrôlés par des oligarques et des francs-maçons hein, qui, pour eux, tout ce qui est religieux est un sacrilège. Hein. Donc, nous faire croire que ces délinquants étaient au service de l'islam, c'est vraiment nous prendre pour des idiots. La fin du capitalisme tel que nous le connaissons est-il envisageable? Si oui, par quoi pourrait-on le remplacer? Parce que c'est vrai que quelquefois, dans certaines vidéos, on me dit c'est bien d'évoquer les problèmes, mais vous ne donnez pas de solution
Par exemple, dans la majorité des œuvres de science-fiction, le capitalisme économique reste la voie dominante. Et dans beaucoup de ces films, il est plus facile d'imaginer la fin du monde plutôt que celle du capitalisme. En effet, les auteurs vont rivaliser d'imagination lorsqu'il s'agit de présenter les causes de notre future extraction. Bon, vous avez plusieurs scénarios dans ces films, hein, par exemple des invasions d'extraterrestres, hein, des révolutions robotiques comme Terminator, hein, ou des catastrophes climatiques hein, comme 2012, etc., etc. Par contre, vous remarquerez que personne ne répond présent pour imaginer un futur basé sur un autre modèle économique. Comme si c'était tabou dans le cinéma de parler d'un autre modèle qui ne serait pas capitaliste. Hein. Bien entendu, ceux qui font ce genre de film gagnent de l'argent grâce à ce système capitaliste. Donc ils ne vont pas nous présenter dans leur film un autre modèle hein, qui concurrencerait le capitalisme. Hein. C'est compréhensible. Nous acceptons tous silencieusement le capitalisme global, mais d'un autre côté, nous sommes obsédés par les catastrophes apocalyptiques. Hein. Le monde entier est annihilé par des virus ou des astéroïdes. Hein. Donc le paradoxe est qu'il est bien plus facile d'imaginer la fin de notre monde plutôt que parler de changements économiques hein, dans notre société. Hein. La raison s'explique dans le simple fait que depuis sa victoire hein, contre le communisme, hein, le capitalisme est perçu aujourd'hui comme l'unique système économique viable. Et que par conséquent, il semble impossible d'imaginer une autre alternative. Il serait un peu temps de commencer à trouver des alternatives. Hein. Imaginer le futur, c'est aussi imaginer un autre système sociétal et économique. Hein. Là, on n'en parle pas dans les films de science-fiction, parce que comme je viens de vous le dire, hein, comme ils profitent du système économique capitaliste pour gagner de l'argent, ils ne vont pas commencer à nous parler d'un autre système. Nous avons de rares exemples qui existent, comme par exemple le projet Vénus. Il s'agit d'une organisation qui propose un plan d'action réaliste pour créer une société globale reposant sur une base alternative au capitalisme. Et les clés de ce projet se fondent sur la technologie au service du bien commun, rendant la nécessité de l'argent caduque. En langage plus clair, le projet Vénus parle d'une société ultra perfectionnée, hein, où les machines travailleront pour permettre à l'humanité de vivre correctement. Utiliser la technologie pour augmenter le bien-être en réduisant le travail à son minimum, en remplaçant toutes les tâches par des machines. Et ainsi, la notion d'argent deviendrait inutile car les biens seraient créés en fonction de la demande, hein, sans intervention humaine, donc sans labeur physique et stress. Et sans la nécessité de travailler, le facteur humain prendra une autre tournure, hein, et le temps libre pourra être exploité pour atteindre plus de potentiel. Hein. Ce programme, bien qu'il soit utopiste, hein, ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire il peut fonctionner qu'à une seule condition, hein, qui consiste à nationaliser complètement tous les secteurs qui sont en train de se robotiser. Et bon, les secteurs qui se robotisent, j'en ai déjà parlé, hein. Vous avez l'industrie, vous avez les caissières dans les grandes surfaces, vous avez, voilà, ceci. Les robots travailleront pour le bien-être commun. Le problème, c'est que dans le monde actuel, cette vision devient utopique car la robotisation accélérée hein, intègre les normes d'un capitalisme qui n'enrichira qu'une minorité régnante. En langage plus clair, actuellement, nous sommes en train de robotiser, du moins nos élites robotisent l'outil industriel pour permettre à cette minorité oligarchique de gagner encore plus d'argent. Et cette minorité oligarchique ne va jamais vouloir donner cet argent à l'être humain, bien entendu. Donc eux, ils gagnent de l'argent pour mettre ça dans leur poche et dans leur banque. Donc pour rendre ce projet viable, robotiser la société afin de permettre à l'humanité de vivre sans devoir travailler, pour arriver à ce stade, il faudrait carrément lancer une politique de nationalisation. Et je pense que ce principe, du moins cette politique, se fera peut-être dans le futur avec l'avènement de ce mystérieux grand monarque. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein, je vous dis à la prochaine. Bon là, vous avez bien lu la page qui m'a permis d'illustrer cette vidéo. Hein. Les attentats renforcent l'État, hein, et le terrorisme est l'allié objectif du capitalisme. Hein. Ceux qui viennent d'écouter ma vidéo comprennent ce que ça veut dire maintenant.